Bonjour à tous. Allez, du courage, c'est vraiment voilà, la dernière ligne droite, le finish, le final. On va essayer la fin de la fin. Donc l'atelier en mosaïque. Je pense que pour ceux qui ont assisté hier à l'atelier des PID, on a vu quelques cas déjà de mosaïque. On a vu les cas de Catherine où elle a expliqué l'atteinte bronchiolaire, et donc dans cette atteinte-là, on a vu effectivement un certain nombre de cas de mosaïque. Là, on va essayer de faire focus sur cet aspect en mosaïque. Avant d'entamer les cas cliniques, et j'espère que vous allez interagir avec nous sur ces cas cliniques, on va d'abord définir qu'est-ce que la mosaïque. En fait, on va parler de mosaïque lorsqu'on va avoir une coexistence de hypo et d'hyperdensité. L'hyperdensité, elle va être témoin soit c'est un territoire qui est hyper perfusé, soit un territoire qui est infiltré. Et l'hypodensité, c'est ce qu'on va voir en noir, soit il y a trop d'air, d'accord, soit il n'y a pas beaucoup de vascularisation, donc il y a une hypoperfusion, soit c'est une destruction. Et donc pour faire simple et didactique, on va distinguer trois groupes. La perfusion en mosaïque, et quand je dis perfusion en mosaïque, vous comprenez bien que je vais avoir soit une atteinte bronchiolaire ou une atteinte vasculaire. Et déjà, vous allez comprendre qu'on va devoir analyser ces éléments-là pour dire dans quelle entité je suis, dans quel groupe je suis, le verre dépoli, et puis on peut avoir les trois. Et quand on va avoir les trois, on va appeler ça l'aspect des trois densités. Donc finalement, ce qui est le plus important, ce qui est très très important, c'est de, quand on a ces aspects-là, d'aller regarder les vaisseaux au niveau des zones hyperdenses et au niveau des zones hypodenses, et voir si ils sont dilatés dans la zone hyperdense ou ils sont par rapport aux zones hypodenses. Donc on doit comparer. Et donc la perfusion en mosaïque, comme je l'ai dit, ça peut être soit une atteinte bronchiolaire ou une atteinte vasculaire. Et à ce moment-là, il y a un pic qui a sauté entre. Les vaisseaux sont plus gros dans les zones hyperdenses, ils sont nombreux et ils sont petits dans les zones hypodenses. Dans le verre dépoli, et c'est la définition de verre dépoli, c'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de verre dépoli à travers lequel on pourra voir les vaisseaux. Mais ces vaisseaux-là seront de calibre identique et uniformément répartis. Et dans l'aspect des trois densités, comme je l'ai dit, on va avoir du verre dépoli, de la perfusion mosaïque et du piégeage expiratoire. Donc, je me répète un petit peu, probablement, mais c'est bien parce que c'est vraiment la base sur laquelle on pourra analyser par la suite. Zone claire, zone mal perfusée, on va voir des vaisseaux diminués de calibre et peu nombreux. Zone dense, zones qui sont saines, normalement perfusées. À ce moment-là, les vaisseaux sont de calibre normal, parfois même dilatés. Pourquoi elles sont dilatées? Parce qu'il y a une vasodilatation réactionnelle. Ah, c'est un mécanisme physiologique qui est normal. Dans une zone qui est mal aérée, mal ventilée, eh ben, on va avoir une vasoconstriction dans ces zones-là et le sang va être redirigé dans les zones qui sont normalement ventilées. On aura cette impression d'avoir des gros vaisseaux. D'accord? C'est pour ça que, par exemple, si on prend l'exemple de la BPCO, eh ben, une BPCO ne va désaturer qu'à un stade terminal. Alors quand on fait un scanner, comment ça se fait? Ce patient-là ne désature pas, tout simplement parce que ces zones-là qui sont détruites, il va y avoir un détournement du sang vers des zones qui sont ventilées. Et on ne voit pas de désaturation au départ. Donc, il faut analyser les vaisseaux dans les zones hyper et hypodenses, d'accord, homogènes, hétérogènes, et puis chercher les autres signes de PID et regarder toujours les vaisseaux médiastinaux et le cœur. Qu'est-ce qu'on va regarder au niveau du médiastin? On va analyser le tronc d'artère pulmonaire et on va la comparer à l'aorte. On va voir le ventricule droit, on va voir le septum interventriculaire et puis on va comparer le VD et le VG. Normalement, il doit être inférieur à 1. Quand le VD, le rapport est supérieur à 1, c'est-à-dire que le VD prend trop de place. Et si on veut avoir un algorithme et essayer d'avoir une approche algorithmique, quand on a un aspect en mosaïque sur un scanner, première chose, premier élément, voir les vaisseaux. Soit les vaisseaux sont homogènes, et à ce moment-là, c'est ce qu'on a dit, c'est du verre dépoli. Mais attention, réflexe, est-ce que c'est du vrai verre dépoli? Là, la technique
de réalisation du scanner. Je ne suis pas radiologue, hein, des radiologues vont peut-être vous en parler beaucoup plus, beaucoup mieux, de toute façon certainement beaucoup mieux. Donc il y a des faux vers des polis. Deuxième chose, est-ce que ça rentre dans un contexte aigu ou dans un contexte chronique? Pourquoi? Parce que quand on va analyser ce verre dépoli, non seulement les gammes diagnostiques seront complètement différentes et les propositions diagnostiques seront différentes. Et puis toujours rapporter tout ça au contexte clinique. Alors, lorsque j'ai du verre dépoli, le contexte clinique, et puis chercher les signes, les autres signes associés, les signes de pneumopathie infiltrante diffuse, ce qu'on a vu hier dans l'atelier des PID, l'épaississement péribroncovasculaire, les épaississements des septales, les bronchiectasies, tout ça, on va le chercher pour essayer d'avoir une orientation diagnostique. Lorsque les vaisseaux qu'on a analysés sont hétérogènes, nous sommes devant une perfusion en mosaïque. Et la perfusion en mosaïque, comme je viens de le dire, soit c'est un problème vasculaire, soit c'est un problème bronchiolaire, soit c'est un problème de ventilation, soit c'est un problème de perfusion. Et à ce moment-là, on va analyser les vaisseaux du médiastin, chercher les signes d'hypertension pulmonaire, chercher les signes d'insuffisance cardiaque, et on va chercher l'atteinte bronchiolaire. Et comment on va chercher ou confirmer cette atteinte bronchiolaire? On pourra avoir besoin d'avoir des acquisitions en expiration pour mettre en évidence le piégeage. Et quand j'ai ce piégeage, ça veut dire que j'ai les bronchioles, une inflammation des bronchioles, j'ai une bronchiolite. Et puis on peut avoir les trois, c'est-à-dire le verre dépoli, la perfusion en mosaïque et les piégeages. Et donc là, l'atteinte bronchiolaire va se manifester par la perfusion en mosaïque, les micronodules centrolobulaires, nous en avons vu qui sont flous, les piégeages expiratoires, et on va chercher l'atteinte interstitielle faite de verre dépoli, d'épaississement des septales. Alors, le premier diagnostic le plus fréquent, celui qu'on retrouve le plus, c'est la pneumopathie d'hypersensibilité, mais sachez qu'on va voir un certain nombre de cas qu'il n'y a pas que la PHS qui peut entraîner cette atteinte bronchiolaire. Du coup, alors radiologue va vous expliquer l'expression. Voilà, de manière tout à fait corrélée à ce que vous a dit Mouna, il y a un élément essentiel, vous l'avez remarqué, vous en avez déjà parlé, c'est de faire de temps en temps des acquisitions en expiration forcée. On va essayer de voir rapidement quand est-ce qu'il faut les faire, il ne faut sûrement pas les faire systématiquement, pourquoi il faut les faire et comment je les fais. On reprend ce tableau, qui n'est qu'en fait une version initiale de ce qu'elle vient de vous expliquer, c'est-à-dire que globalement, quand on retrouve un poumon en mosaïque, c'est lié à trois hypothèses principales: une atteinte des petites voies aériennes, une atteinte des petits vaisseaux et une atteinte infiltrative diffuse, par exemple comme dans la pneumocystose. Et bien évidemment, pour essayer de le faire à la part entre ces différents éléments, et essentiellement entre l'atteinte des petites voies aériennes et l'atteinte des petites voies vasculaires, il est parfois intéressant parce que dans ce cadre-là, quand vous regardez les zones hypodenses, dans les deux atteintes, petites voies aériennes et petites voies vasculaires, vous allez avoir une diminution du calibre des vaisseaux dans ces zones hypodenses par rapport aux zones hyperdenses. Et ce n'est que le piégeage éventuel, à l'expiration forcée, qui vous permettra de faire la part entre les deux. En sachant quand même que si on résume les choses, au moins 90% des perfusions en mosaïque sont liées à une atteinte des petites voies aériennes. Alors, quelles sont les indications de ces scanners en expiration forcée? Je vous ai dit, on ne les fait pas systématiquement à tout le monde. Bon, c'est une dyspnée et ou un trouble ventilatoire obstructif, et je parle en tant que radiologue, on est très attaché aux éléments cliniques et ou EFR, parce que quand on nous envoie ça dyspnée avec un trouble ventilatoire obstructif, surtout si le scanner en expiration est normal, on va faire systématiquement un scanner en expiration. Donc, par pitié, donnez-nous des renseignements cliniques au lieu de nous dire parfois scanner thoracique SPC ou APC. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir la corrélation pneumologie, pneumologue radiologue. Ça, c'est fondamental. La deuxième indication, c'est ce dont parlait Mouna, c'est une atténuation en mosaïque ou parfois des formes un petit peu trompeuses. On ne sait pas trop quel est le calibre de vaisseau, est-ce qu'il y a une symétrie de calibre, c'est pas toujours si simple que ça. Le troisième indication, c'est bien évidemment une suspicion de PHS. Là, on va y revenir abondamment dans l'exposé.
ou une affection à haut risque de maladie des petites voies aériennes. Le dernier élément, c'est la trachéo-oncomégalie ou malacie. Alors comment on fait? Alors il y a deux techniques. Soit on fait une expiration bloquée, on demande au patient à expirer plusieurs fois, de faire une grande inspiration, il expire et il bloque. Alors il faut bien l'expliquer, ça c'est fondamental. Le coaching, c'est très fondamental. Et malgré ce, parce qu'il y a des difficultés de compréhension, parce qu'ils sont au scanner, c'est pas si évident que ça, ou parce qu'ils sont aussi dyspnéiques, le résultat n'est pas toujours très probant. Certains font une expiration continue pendant la spirale à la recherche d'une expiration forcée. Moi, j'ai plutôt tendance à faire une expiration bloquée, mais tout est bien. Une ou deux des techniques est aussi bonne l'une que l'autre. DLP basse, alors ça c'est pour les radiologues. Moi je travaille en expiration à DLP entre 10 et 15, ce qui est vraiment relativement bas. Double avantage. D'abord, ce qu'on veut savoir en expiration forcée, on n'a pas besoin d'avoir une qualité technique, de qualité de reproduction des images qui est extraordinaire. On veut savoir si c'est blanc ou si c'est noir. Point barre. Donc on veut vraiment juste savoir ça. Deuxième intérêt, si la manœuvre n'est pas bien faite, on peut le refaire avec une DLP à 15. On ne va pas irradier le patient de manière si importante que ça. Dernier élément, donc c'est le type de reconstruction qu'on fait. C'est des reconstructions à MINIP et avec un filtre médiastin. Si vous prenez des filtres dits parenchymateux, vous allez voir que le grain que l'on obtient n'est pas terrible. Alors déjà, quand on a un DLP basse, si en plus on prend un filtre parenchymateux, ça devient un petit peu compliqué. La quantification est possible, mais en pratique, on ne l'utilise pas. Alors, on a des critères de qualité. Ces critères de qualité, on va aller du haut jusqu'en bas. Le premier élément, c'est la trachée, c'est un aspect convexe. Voilà. Cet aspect convexe de la pars membrana trachéale qui signe que c'est une bonne expiration forcée. Le deuxième élément, c'est le rétrécissement des bronches souches. Quasiment, parfois, on a une disparition complète de ces bronches souches. Le troisième élément, c'est une densification pulmonaire. Et vous voyez qu'entre l'inspiration et l'expiration, ce parenchyme pulmonaire devient hyper dense. Quand on a ces trois éléments, c'est qu'en principe, la qualité technique est relativement bonne. Ensuite, quels sont les critères quantitatifs? Les critères quantitatifs, cette étude qui date de 3-4 ans, le RJ de Barnett, qui montre qu'a priori, quand on est au moins à 3 lobules trappés par lobe, en considérant qu'il y a 3 lobes de chaque côté, comme la légula comme un lobe, on arrive à une spécificité du trappage qui est relativement correcte. Donc au moins 3 lobules. Par lobe. Il y a des variations physiologiques, c'est pas toujours si simple que ça. Le fumeur et la personne âgée. Un trappage expiratoire existe chez 50% des asymptomatiques non-fumeurs, mais ça existe aussi pas mal chez le fumeur, et là ça pose bien sûr des problèmes diagnostiques. Et bien évidemment, avec l'âge, peut apparaître donc, des modifications fonctionnelles respiratoires qui entraînent ce type d'événements. Il y a une corrélation qui est relativement bonne entre les explorations FR et la notion de trappage au scanner. Ça a été notamment montré par les équipes belges, Bonnet-Benoît. Un exemple, ici, c'est une trachéobronchomégalie, un syndrome de Monier-Kuhn. Donc vous voyez donc cette grosse bronche avec une reconstruction 3D. En expiration forcée, vous voyez qu'il y a un collapsus dynamique expiratoire, que l'on voit parfaitement bien ici. Donc c'est très important de faire ce genre d'exploration. Voilà, en inspiration, mais ça vous connaissez beaucoup mieux que moi. Pour résumer la situation, on arrive donc à 3 cas de figure, ce qu'avait décrit Mouna. Une situation où, à la fois en inspiration et en expiration, vous n'allez pas trouver grand-chose. Donc on se retrouve dans le cadre
pas de variation entre l'inspiration et l'expiration chez les patients. Donc si vous regardez, par rapport aux zones hyperdenses et aux zones hypodenses, il n'y a pas de variation significative du calibre de vaisseau. Donc on a le cadre d'une PID, en l'occurrence c'était une pneumocystose. Le deuxième cas, dans les perfusions mosaïques, c'est le cas le plus fréquent, c'est-à-dire en inspiration, où on commence déjà à avoir un aspect en mosaïque avec l'apparition d'un trapage expiratoire significatif. Là c'est une atteinte des petites voies aériennes, on en reparlera tout à l'heure. Et ce cadre-là où on a un aspect mosaïque qui ne se modifie pas en expiration, qui était dans le cadre d'une hypertension pulmonaire post-embolique. Alors ça c'est... on voit pas, mais tu mets le petit pointeur. Ouais. Je sais pas. Ça sera plus simple. Donc, dans le cadre de cette hypertension artérielle pulmonaire post-embolique, alors théoriquement, ça se passe comme ça, il n'y a pas de trapage. Le seul problème, c'est que parfois, il a été décrit des trapages, parce qu'il peut y avoir une bronchoconstriction liée à la vasocclusion artériolaire. Donc, c'est pas toujours si simple que ça. Mais pour la pratique, il faut retenir mosaïque, perfusion mosaïque, c'est dans l'immense majorité des cas, c'est une origine liée aux petites voies aériennes, et il faut rechercher un trapage qui sera significatif dans ces moments-là. Je pense que ça. Alors, on va commencer donc la pratique. C'est une patiente de 51 ans, diabétique sous insuline depuis 7 ans. Elle vient pour une dyspnée rapidement progressive et une toux sèche. Elle a des sensations fébriles, elle sature à 89% et on a des petits squeaks à l'auscultation. Je vais vous faire passer les images et puis on va les commenter ensemble. Plutôt vous allez les commenter puis on va voir ce que vous allez dire. Donc là, ce sont les premières images. J'ai le micro aussi. Alors je vais les faire passer puis les redéfiler juste après. Voilà, il y a le micro à disposition. Bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Regarde, je vais même te passer le pointeur. Je voudrais bien que tu me montres les zones hyper et les zones hypodenses et est-ce que tu pourras analyser ces bulles. Voilà. Sauf que tu pointes. Alors, bien. Donc, aspect en mosaïque. Donc, ça. Donc, hypodense, hyperdense. Alors, là, tu dis ça, c'est ici. C'est bien ce que tu m'as montré? Non, tu m'as montré le truc en haut. Ça, c'est hyper ou hypo? Hyperdense. Hyperdense. Ici, c'est hypodense. D'accord? On le voit très très bien ici, regardez là, et là, la différence. Hyperdense, c'est mal vascularisé. Alors, les zones hyperdenses, pour toi, on voit moins bien les vaisseaux. Je te remets, voilà, c'est la même coupe que tout à l'heure, celle que tu as décrite. Oui. C'est pas bien vascularisé par rapport à l'image hyperdense. Alors, est-ce que tu as si tu essaies d'analyser le calibre des vaisseaux entre cette zone-là, par exemple, et celle-ci? Ils sont un petit peu dilatés par rapport aux autres. Donc, en fait, quoi? En fait, on voit ici on voit bien les vaisseaux et qu'on les voit moins bien dans la zone hypodense. D'accord? Donc, finalement, il y a effectivement une différence entre les zones hyperdenses et les zones hypodenses. Ce n'est pas le contraire. C'est dans les zones hyperdenses, dans les zones blanches, où les vaisseaux sont dilatés.
Très bien. Et donc, on est devant une... Non, on est devant une perfusion en mosaïque. Très bien. On est devant une perfusion en mosaïque. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez sur ces scanners? Donc, Une dilatation anévrismale ascendante. oh là, oh là, elle est où là, au centre? Oui. Tu penses qu'elle est dilatée là? Il y a une autre coupe. Il y a une autre coupe qui est. Les premières coupes. La première, je y arrive. En bas droit. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Un autre élément qui doit. Un micronodule? Flou? Ah mais non, mais toi tu triches. T'es trop forte. Je suis juste assise derrière. Alors les micronodules, effectivement, on les voit bien ici, regardez. Hein, on les voit bien ici, les micronodules. Topographie centrale. Elles sont un peu floues, oui. Est-ce qu'il y a quoi d'autre Il y a le psychisme. C'était exactement la question que j'allais. Oui, non, non, mais vas-y, mais je t'en prie, non, mais. Alors, j'ai la perfusion en mosaïque, j'ai les micronodules flous, d'accord? Est-ce qu'il y a l'aspect des trois densités? Oui. J'ai envie Tu as envie de dire, tu peux le dire et tu peux nous le montrer du coup? de. Alors, tu dois nous montrer Les trois. le pointeur. Je suis désolée, je le fais courir dans tous les sens. C'est jeune. Oui, il peut alors. Oui. C'est pour ça. Oui. Donc, Alors, tu dois nous montrer les trois densités, d'accord? En fait, c'est pas qu'ils sont déchargés, on a l'impression qu'ils ont porté, ils portent Non, pas. mais ils ont raison, je crois qu'elle a trié. La chaise. Vas-y, je t'en prie. donc ici, j'ai une hypodensité. D'accord. Probablement en rapport avec un crapage. Ici, c'est un verre. C'est un faux verre découlé. En fait, c'est une hyperperfusion de ce territoire. Puis ici, je crois que c'est un peu long qu'il est normal. Alors là, j'ai du mal parce qu'il y a quand même pas mal de micronodules ici. Hein. Il y a quand même pas mal de micronodules pour dire que c'est un poumon qui est normal. D'accord? Mais sur cette coupe-là, par exemple, alors vous me dites, sur ces coupes-là, voilà, ici, C'est étonnant. voilà, là c'est du verre dépoli. Ouais. Ici, est-ce que ici je peux dire que c'est un poumon normal? Vous en pensez quoi, Pierre? Là et là, dans cette languette pulmonaire, poumon normal, ici? On n'est pas tout à fait en inspire. Oui, c'est vrai, il y a la membrane. Hypo avec des piégeages. Donc, alors là, oui, c'est pas évident de dire l'aspect des trois densités. On n'arrive pas à décider si le poumon est vraiment normal dans certaines zones ou pas. Alors ici, c'est pour montrer un petit peu les micronodules, j'espère qu'on les voit. Et là, c'est le mini-MIP pour bien visualiser, voilà, les zones, la différence, l'atteinte bronchiolaire et la différence entre le verre dépoli et les zones hypo-atténuation. Donc, quelles sont vos gammes diagnostiques? Vous allez faire quoi pour cette patiente? Quel est le reste du bilan à demander? Vous pensez à quoi comme diagnostic et quel est le bilan que vous allez demander ou que vous allez faire? Poser des précipitines. Précipitine de quoi? On va détailler l'intervalle parce qu'il y a une notion des pages. Une notion d'exposition en fait. Je m'oriente vers une THS. Vous orientez vers la colopathie d'hypersensibilité, c'est juste parce qu'elle a tout pour en fait, elle a tous les éléments pour, d'accord? Il y a déjà la clinique, donc j'ai une dyspnée, une toux sèche, elle est un peu subfébrile, d'accord? Il y a les squeaks, et là c'est assez particulier, ce sont des petits râles qu'on attend en début d'expiration qui sont très très particuliers, très très fins, ça fait comme voilà, ça fait des squeaks. Alors il suffit de les entendre une seule fois, on ne les oublie pas, c'est pas des crépitants, c'est pas des ronflants, ça n'a rien à voir.
Et puis, il y a le fait qu'elle soit symptomatique et donc elle est à 89% de saturation, donc elle désature. Maintenant, l'interrogatoire, tu vas chercher, donc si elle est exposée, c'est une femme de la ville, elle ne vit pas en campagne, donc elle est pour... voilà. Parce que chercher des précipités, dans la batterie des précipités, c'est un truc de ouf. Donc finalement, il faut vraiment cibler, parce que sinon, on va chercher tout et n'importe quoi et on ne risque pas de tomber dessus. On va dire Avièvre, c'est-à-dire du poulet. Ah oui. On n'a pas de poulet. Sinon, t'es le canard. Donc on va pousser l'interrogatoire à la recherche d'une exposition. Alors ça peut être effectivement le plus fréquent, ce qu'on retrouve le plus, c'est effectivement les pigeons, les poulets, les perruches, etc. Mais il faut savoir que, comme je sais pas si on en a parlé la dernière fois, les hobbies, on a beaucoup, et donc il y a une liste non exhaustive et très très longue des événements, enfin des éléments qui peuvent entraîner cette pneumopathie d'hypersensibilité. Deuxième chose, qu'est-ce que vous allez faire? Il n'est pas cardiaque par hasard? Non, elle est diabétique mais non cardiaque. Alors est-ce qu'on a des éléments qui peuvent nous orienter vers une origine cardiaque sur le scanner? Peut-être que... Médicinal. Elle n'est pas connue cardiaque, non cardiaque, et puis c'est aigu tout ça, tout sèche, etc. Je n'ai pas les épaississements des septos, je parle sous contrôle des radiologues, je n'ai pas d'épaississement de septonis, etc. qui pourraient m'évoquer la surcharge ou des éléments de surcharge. Quoi d'autre? Donc je vais avancer. Effectivement, on a pensé à une pneumopathie d'hypersensibilité. C'était le premier diagnostic à évoquer. On recuisine la patiente, qu'est-ce qu'elle fait? Au début, elle ne déclare rien, mais finalement, c'est son fils qui vient d'acquérir, qui vient d'avoir des pigeons. Vous savez, ici au Maroc, à un moment donné, les adolescents, ils adorent les pigeons, ils les mettent dans les toits, ils les élèvent, ils s'en occupent. Ils s'en occupent pendant 5 jours, et puis après, c'est la maman qui s'en occupe, qui doit laver, nettoyer et tout ça. Donc, son fils vient d'avoir un pigeon. On lui fait un lavage broncho-alvéolaire, c'est une alvéolite lymphocytaire, ou lavage broncho-alvéolaire, et les précipitines qui sont positifs. Donc, cette patiente, on a étiqueté comme pneumopathie d'hypersensibilité non fibrosante. On va voir après un peu comment on va distinguer le fibrosant du non fibrosant. J'enchaîne, c'est ça. J'enchaîne sur le deuxième cas clinique. Patient de 50 ans, il est sous l'ovothyrox suite à une thyroïdectomie depuis 9 ans. Depuis novembre 2021, il est dyspnéique stade 3 avec une toux sèche rebelle, sans autres symptômes. Il consulte pour cette symptomatologie-là, crépite, avec des crépitants bilatéraux qui sont plus importants à droite. Il ne désature pas à l'examen en air ambiant, enfin à l'examen clinique, mais quand on le fait marcher un petit peu, ça va moins bien, il désature à la deuxième minute à 91%. Donc, je vais vous montrer le scanner et on a reçu ce patient avec une étiquette PID chez un patient de 50 ans. Donc, il est venu avec un bilan et le bilan est le suivant, donc une VSA 15, un bilan immunologique qui a été demandé par son médecin traitant qui était négatif, des anti-CCP négatifs. Et donc, nous, on a complété le bilan par le lavage et la BGSA. Mon objectif ici, c'est de voir les coupes scanographiques et d'essayer de retirer, d'avoir la lésion élémentaire et comment on va là aussi réfléchir par rapport à ce dossier. Alors voici les coupes. Alors voilà le mini-MIP. Par rapport au mini-MIP, d'un point de vue radiologique, comment vous faites les reconstructions là? Vous pouvez expliquer un petit peu? Oui, tiens. Reconstruction au mini-MIP. Je ne fais pas de critique là. Non, tu peux. Je peux. Alors, je pense. Au contraire. Avec Benoît, on pense que. Après, c'est que moi, je suis pas radiologue. Voilà. Je pense que vous vous rappelez que tout à l'heure, j'ai dit les reconstructions mini. En expiration forcée, on essaye de les faire sur le filtre médiastin. Là, je pense que ça, c'est l'examen type de filtre qui n'est pas un filtre médiastin, c'est un filtre parenchyme. Peu importe, c'est quand même exploitable. Quand on fait un mini, c'est-à-dire on prend des coupes standards, on les épaissit sur à peu près 8, enfin moi je fais entre 8 et 10 mm, je ne sais pas combien tu fais Benoît, mais 10. Hein? Ça dépend ce qu'on cherche en fait. Voilà, La base, c'est n'existe pas. Voilà, on fait 8-10 mm et on sélectionne des pixels de basse densité. Alors que MIP, sur MIP, on sélectionne des pixels de haute densité. On va essayer sur un MIP
on épaissit un petit peu moins. Les MIB, si on simplifie les MIB, je les fais à 5-6 mm, et les mini, je les fais à 10 mm. Chacun fait comme il veut, il y a pas de... Je trouve que c'est la solution la plus simple. Donc, quand on a épaissi donc, ces coupes, on arrive et qu'on sélectionne les zones prenantes, bien évidemment, on fait éclater, on visualise beaucoup mieux ces zones hypodenses que l'on voit déjà sur les clichés standards, il n'y a pas de souci particulier. Mais quand on fait... Ça c'est le cas précédent, ça. Oui. Alors, voilà. On peut commencer. Je m'étais trompé de... Ouais. Vous avez bien compris quand il explique sur le mini. Si vous avez des coupes de 10 mm, donc les coupes natives c'est 1 mm, donc on a un 10. Et chaque fois, pour chaque pixel, l'ordinateur va choisir la coupe ou le pixel à la moindre densité, en éliminant les 9 autres qui sont plus denses. Et donc ça ne garde pour chaque pixel, donc matrice 512, que le pixel qui est la plus faible densité. Donc les vaisseaux disparaissent. On garde les bronches, on garde les zones emphysémateuses, on garde les zones plus denses. Et on ne voit plus l'artère. Il y a l'artère directement à côté de la bronche et on ne la voit plus. Donc ça sert en fait à faire ça. Parfois, on voit encore des vaisseaux parce qu'ils ont occupé tout l'espace probablement des 10 mm. Mais généralement, ils sont effacés. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre trop fin. Si vous prenez un mini de 2 ou 3 mm, vous aurez encore des vaisseaux. Donc, le tout est 10 mm, c'est bien. C'est un bon compromis. Et du coup, en tant que pneumologue, pour nous, voilà, si on a un patient qui a une PID, est-ce que c'est la première fois qu'on le découvre, voilà, comme si c'est le patient? Est-ce qu'il faut qu'on demande à chaque fois un scanner en expiration au diagnostic la première fois qu'on la voit, ou c'est pas nécessaire? Alors, je vais reprendre, ça dépend de la qualité des radiologues avec qui tu bosses, et puis ça dépend aussi de la qualité des renseignements cliniques. Donc, bon, en principe, honnêtement, quand on trouve un aspect comme ça, je sais pas, j'ai tendance à faire un expi systématique. C'est quand même intéressant. Surtout quand on a des lésions fibreuses en prédominance supérieure, on a toujours à l'arrière du cortex, on a toujours la PHF, si ça n'est une, je sais pas, je me rappelle plus du dossier. Si ça n'est une, on a toujours, voilà, comme je disais, un tableau atypique, il faut pas hésiter à faire un expi forcé. Ceci d'autant plus, je vous ai dit, si on le fait dans des conditions particulières, c'est quand même pas une irradiation très, très importante. Voilà. Si on a tous les éléments sur le premier passage inspiré, c'est pas la peine de faire une expiration. Si vous avez confiance en vous, oui. C'est très discuté. C'est juste pour répondre à la question de monsieur que c'est pas la peine de le préciser sur l'ordonnance. Ouais, voilà. Le radiologue, il fait ce qu'il a à faire. En fait, ça dépend de l'équipe avec laquelle tu travailles. En fait, c'est une question d'équipe. Genre, quand on travaille dans un centre, et donc c'est beaucoup plus facile. Je pense qu'ils savent exactement quel est. En fait, il anticipe, il sait exactement ce qu'on va demander après, donc il peut le faire d'emblée. La difficulté, c'est quand je reçois des patients externes avec des CD de scanner, et c'est là où c'est un peu plus compliqué de refaire le scanner, etc. Donc ça dépend de l'équipe avec laquelle on travaille. Donc qu'est-ce que vous en pensez ici? Je repasse. Alors on va bien. Oups, pardon, vas-y. Amine. Donc on est devant un pantal radiologique fait de verre dépoli phénoménal, donc on met dans le terrain. On a également un détissement des septa interlocuteurs. Alors, Il y en a beaucoup des septa. il y a beaucoup. Il y a des septa, beaucoup. Oui. C'est pas vraiment ce qui attire le regard de premier abord. Donc prenez ces deux ailes
Oui. Est-ce que ici tu as, est-ce que ici tu as une perfusion en mosaïque? Oui ou non? Si tu as une perfusion en mosaïque, tu vas nous montrer les zones hyperdenses, les zones hypodenses, regarder les vaisseaux à l'intérieur. Est-ce que tu es sur de perfusion en mosaïque ou... En mosaïque, on a, par exemple ici, c'est une zone d'hypodensité, où on voit des petits vaisseaux à l'intérieur. Par contre, dans les zones qui sont un peu plus denses, on a des... ici par exemple, je pense que c'est un vaisseau. C'est un peu de diamètre, mais un peu plus grand. D'accord. Regarde par exemple cette zone-là. Ici, on a l'hypodensité, d'accord? Et là, on a le verre dépoli qui est à côté, donc la zone en hyperdensité. Et on voit bien ici le vaisseau par rapport à là. On est bien d'accord. Est-ce que tu as d'autres signes radiologiques, scanographiques? Est-ce qu'on retrouve les micronodules qu'on voyait tout à l'heure chez l'autre patiente? Est-ce qu'il y a des signes qu'on ne voyait pas chez l'autre patiente qu'on retrouve ici? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Regardez ici. Voilà, ici quand même, on a des clartés kystiques. Hein, on va le voir. Pareil, on a de la distorsion bronchique. Hein. Alors là, je me retourne vers la radiologue. Ça, cette partie, c'est poumon normal. J'ai toujours du mal, moi, par rapport... non. Alors là, c'est vraiment les petits vaisseaux ici. Donc là, c'est une belle atténuation, une belle perfusion en mosaïque. Le contraste entre là et là. Je peux juste faire une remarque par rapport à ce que tu viens de dire. C'est important pour les gens, ils doivent le savoir, ceux qui travaillent sur la transplantation. Ça, tout le monde le sait très très bien. Souvent, chez les sujets qui sont transplantés, qui ont des broncholites oblitérantes ou qui sont diffuses, vous allez leur faire une inspiration. Le poumon il va être globalement hypodense. Et puis, en expiration, s'ils arrivent à faire une expiration, parce que souvent, ils arrivent à faire des très très bonnes expirations, et le poumon il va rester aussi noir qu'il était au début. Donc, on ne sait pas trop qui est quoi là-dedans. Il y a un signe qui est important dans ces trucs-là, c'est de trouver des broncholectasies, justement dans ces zones hypodenses. Souvent, dans ces poumons transplantés, qui sont hypodenses, se distendus avec des broncholectasies. Et ça, c'est vraiment un bon signe de broncholectasie. Prenez le pointeur, je pense. Prenez le pointeur, vous verrez. Tout le monde verra peut-être. Cette partie-là qui est normale. Non, regarde ici. On dit hypodense ou hyperdense et il n'y a pas de normal dans ce cas-là. Il n'y a pas de C'est-à-dire normal. on voit un petit peu, je sais pas moi, Regarde la limite ici. C'est l'hyperdense pour ça, qui est là. Ça c'est le normal, ça c'est le normal. Regarde ici. Ça, c'est pas normal. Ça, c'est une hyperdensité. Non, Une hyperdensité. non, tout à fait d'accord. Ça c'est une hyperdensité. Oui. On va aller jusqu'à un point normal. Non, pourquoi normal? Il n'est pas normal. Alors, où est-ce qu'il est normal pour le comprendre comme ça, c'est hypodense. C'est justement Il est à côté. Moi, je dirais que tout ça, c'est hypodense. Ça. Et ceci, c'est une zone de poumon qui est normale. Oui, c'est ça. On ne mettrait pas de verre dépoli ici. Ici, c'est un petit peu plus blanc que là. Donc là, à mon avis, il y a de l'hyperdensité. Donc là, il y a le verre dépoli, vrai verre dépoli. On n'en voit plus dans les bases. Hein. Ça, c'est hypo, ça, c'est normal. Et là, c'est nouveau hypo. C'est-à-dire que là, il faut trouver le normal pour dire hypo. Et, enfin, on voit deux densités. On voit deux C'est densités. sûr, On voit deux densités. juste pour comparer. Justement, le problème, ben ça, Nina l'a très bien dit au début, qu'est-ce qui est normal? Est-ce que c'est noir ou est-ce que c'est blanc? C'est ça la difficulté. Quand tu as une atteinte bronchiolaire, d'accord? Qu'est-ce qui va être normal? Quand tu as un problème
de piégeage, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en l'occurrence ici c'est une PHS, encore une fois, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, tu vois, on va avoir une zone qui va être, vu la bronchite, moins bien ventilée. Et donc le sang va aller être redirigé vers des zones normales, où il n'y a pas de bronchiolite. Et de ce fait, elle va être hyper perfusée. Et donc on va la voir plus blanche que le noir. Et donc finalement, la normale, côté normal, c'est là où il y a l'hyperperfusion qui est réactionnelle. D'accord? Le problème, le pathologique, là où siège le problème, c'est les zones qui sont hypodenses, parce qu'il y a un problème de bronchiolite. D'accord? Après, je pense, vous me direz si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Maintenant, après, juste, le scanner va dire que finalement, il y a deux densités. Il y en a une noire, une blanche. C'est l'analyse après et l'expiration qui va nous dire, qui va nous montrer, voilà, est-ce que c'est le problème vasculaire ou est-ce que c'est un problème bronchiolaire? Est-ce que c'est les deux? On est d'accord, je n'ai pas dit de bêtises. Et il y a un troisième élément qui est fondamental sur cette boucle, c'est le fait que le voyage soit, a priori, je ne vois pas ce qui soit en bas, mais il soit quand même, on le voit déjà au niveau des apex. Exactement. On le voit déjà ici. Hein? Vous êtes oriental. Alors je ne sais pas comment c'est en bas. Voilà, ça arrive. Il y a un gradient inversé. Il y a un gradient inversé. Les lésions fibrosantes, parce que ce sont des lésions fibrosantes, elles prédominent au niveau des parties supérieures. Voilà, on les voit très très bien ici. Et donc, c'est une PHS fibrosante. C'est une PHS fibrosante et alors ça après, c'est une PHS fibrosante et la différence entre PHS fibrosante et PHS non fibrosante, on a fait grâce de la classification terrible, mais en fait c'est la présence de signes de fibrose versus l'absence de signes de fibrose. Lorsque j'ai des bronchiectasies, des bronchiectasies, de la distorsion, et ben ça devient fibrosant et la classification, la dernière classification, oui non c'est bon. J'ai plus l'anamnèse, j'ai pas d'image. Ah non, ça va être dur, à mon avis. C'était pour différencier les deux cas cliniques. Je mets une diapo-globe sur chaque cas clinique. D'accord, mais il n'y a pas de, on n'a pas pris d'image de ça. Après, il y a d'autres cas que c'est pas grave, on verra ce qu'il y a après. Ouais. Tu veux que je présente ça? Si tu veux le présenter. Non, c'est pas toi, je sais pas moi. C'est peut-être mieux que je le non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, on continue un petit peu, dans les mêmes cas, mais pas loin. Donc, c'est une femme de 35 ans, tout sèche, dyspnée, fébricule, auscultation des sibilants et des squeaks. Et c'est une patiente qui présente une RCH et qui est traitée pour ça. Une RCH. Rectobronchite hémorragique, pardon, excusez-moi. Le FR, je vous laisse le découvrir. Et avec une amélioration donc sous cérétide. Voilà les images. Alors, je vous l'ai dit à l'avance, il faut peut-être un petit peu écarquiller les yeux. Dans certains types de pathologies comme ça, il faut parfois un petit peu écarquiller les yeux parce que les lésions, elles ne sont pas si évidentes que ça. Ouais, tout à fait. Ils sont de quelle topographie? En principe, quand ils sont flous, ils sont à une certaine partie, dans une certaine partie de l'ovule. Ils sont plutôt centro-lobulaires. La répartition, c'est plutôt périphérique, c'est un petit peu diffus dans le poumon. Il y en a partout, donc je vous ai mis un agrandissement. Et qu'est-ce que vous pensez de... Je sais qu'il y a qu'est-ce que vous pensez de cette dia-là? Je vous ai fait un agrandissement, on voit peut-être un petit peu mieux les lésions micronodulaires. Hein. Vous voyez, c'est très très flou. Avec, et ça, c'est quoi? C'est C'est l'ultra D. Donc, là aussi, réflexe.
micronodule flou centrolobulaire et un ou plusieurs lobules trappés, qu'est-ce qu'on doit faire? Un bronchiolaire. C'est bronchiolite. Non, mais qu'est-ce qu'on doit faire en suivant comme technique d'examen? L'expiration forcée, vous la faites ou vous la faites pas là? On l'a fait. Vous la faites, c'est sûr. Je ne sais pas si on l'a fait. Mais oui, donc on a fait une expiration forcée, un mini. Donc voilà, par rapport au mini précédent, vous voyez là on est en filtre médiastel, je trouve que c'est quand même plus joli. Donc on s'aperçoit, on voit quand même mieux les zones de trappage. Je crois qu'on est sur une inspiration. Même si la qualité de l'expiration forcée n'était pas exceptionnelle. Mais c'est en inspiration. Mais là aussi, c'est des gens qui de temps en temps ne font pas très bien une expiration forcée. Mais bon, là je l'ai retravaillé à mini, je pense que je ne sais même plus si je lui ai fait refaire une deuxième. Voilà. Donc, on se retrouve sur l'association de lésions micronodulaires diffuses, à la fois périphériques et centrales, sur toute la hauteur du parenchyme pulmonaire, et avec des zones d'hypoatténuation, plutôt l'aspect lobulaire ou plurilobulaire. Quand on a cette analyse sémiologique, qu'est-ce que vous évoquez en premier? VHS. VHS. Fibrosante ou non fibrosante? Non. Il n'y a pas de signe de distorsion, il n'y a pas de rayon de miel, il y a... Est-ce que cette question, tabagisme ou non, c'est important? Oui. Pourquoi? Une bronchiolite. Voilà. Quand on retrouve ça, il y a deux questions à poser. En sachant que quand même, quand c'est aussi diffus, j'ai rarement vu des lésions micronodulaires, centrolobulaires, diffuses chez un tabagique. En principe, c'est plutôt à prédominance cervicale, plutôt périphérique, sous-pleurale. Bon, il faut quand même leur poser la question du tabagisme. Mais à l'interrogatoire, je vous rappelle que cette dame, donc, avait une RACH, elle était sous pentasa. Ça, c'est le premier truc. On sait que le pentasa est une pneumopathie d'hypersensibilité. Mais il n'y avait pas que ça. Alors, au Maroc, on a des pigeons, et en France, bon, on a des pigeons parfois. Quand on habite à côté d'une église ou d'une cathédrale ou même d'une certaine rue, parce qu'on est de plus en plus infesté par les pigeons, même à Toulouse. Mais parfois, on a d'autres animaux de compagnie, toujours à plumes. Et donc, cette dame avait un calopsite. Alors, moi, je ne savais pas du tout quand elle m'a raconté ce que c'était un calopsite. Elle m'a raconté qu'elle avait un calopsite. Alors, je suis allé chercher sur Internet, je vous ai sorti cette image, voilà ce que c'est qu'un calopsite. Alors, la sérologie à nom d'éleveur d'oiseaux était négative, mais enfin, quand même, je crois que c'était quand même relativement évocateur. Mais bon, le diagnostic restera toujours est-ce que c'était une PHS liée au pentasa ou liée au calopsite avec une sérologie négative? C'est pas toujours aussi simple que ça. Alors, dans l'évolution des choses, je ne me rappelle plus si le pentasa a été arrêté ou non. Voilà. Mais elle a été cortisonée. Elle a été cortisonée. Pierre, est-ce que le trafic est pathologique ici? Alors là si. Ouais. Enfin, je veux dire, la confusion. Oui. Je suis certain que scanne toute l'assistance ici, tout le monde a au moins ça. Oui. Surtout à mon âge, ouais. Si tu prends la référence qui est donnée de 3 à 5 oui, tout à fait, par lobe, oui. On n'y est peut-être pas là. On n'y est peut-être pas. Sauf qu'hier, en sachant qu'il y a des endroits où c'est plus dans le lobule quand même. Mais enfin bon, on n'y est peut-être pas. Il faut voir tout l'examen. Et il faut voir toutes les coupes. Hier sur l'atelier, Catherine, je ne sais pas, il te suffit d'un seul. Elle a dit, elle a répété. Oui. Bon, j'allais intervenir dans voilà, le 3 pas 3, je pense que c'est j'ai des témoins. Donc un seul lobule comme ça, piégé, suffit pour retenir le piégeage et dire au péage. Non, mais nous, non. Thomas, tu es témoin, quand on parle de piégeage, on dit au moins, on a cette phrase avec Grégoire, est-ce qu'il y a les 15 lobules? 15 lobules, c'est 3 lobules par lobe.
Mais ce qui est typique de la PHS, c'est le trapping lobulaire, hein, comme tu l'as dit. Oui, oui. Alors que le tabac va plutôt faire des trappings en plage, Oui, oui, tout à fait. sous-segmentaire, plus étendu. Le lobulaire, c'est vraiment assez typique du PHS. Niveau de batterie faible. Une question que je pose surtout aux pneumologues, c'est normalement pour les maladies inflammatoires intestinales, il y a une atteinte, on retrouve une atteinte pulmonaire parenchymateuse. Généralement, c'est le Crohn. Mais qu'en est-il du RCH? Est-ce que c'est plutôt des bronchiolites? Est-ce que c'est des PID? Alors, il y a un autre truc qu'il faut rajouter aussi, c'est Mickey, en fait, RCH Crohn, et maladie des petites voies aériennes. Parce que la moëologie, je me permets de rappeler que la moëologie de l'intestin primitif et bronche est identique. Là, je parle sous couverture de trucs qui fait que des gens qui ont des Mickey peuvent avoir aussi, de manière corrélative, une atteinte inflammatoire des petites voies aériennes, qui se traduit par des bronchiolites. Mais ce n'est pas des bronchiolites comme ça, c'est un principe, c'est voilà, ça peut être une petite dilatation de bronches périphériques, des bronchocléctasies, des impactions mucoïdes, des bronchiolites cellulaires périphériques. Ce n'est pas cet aspect microvasculaire, cet aspect microvasculaire. La question est intéressante. Tout à l'envers. Ça va ça. Ah non, mais non, parce que j'avais. Voilà, c'est bon. C'est bon? J'avais décalé. Alors ça, je crois que c'est Thomas qui va dire un petit mot sur les lymphocytoses. Donc effectivement, donc on a vu l'interrogatoire est vraiment très importante, avec également la recherche de précipitine, qui souvent peuvent être décevantes quand même sur la recherche de précipitine. On l'a vu sur le cas précédent, on a un oiseau et donc avec un scanner qui est considéré comme compatible, voire même suggestif, et on n'a pas toujours le diagnostic. Et donc là, on l'a vu sur l'interprétation des images, c'est parfois assez difficile entre l'histoire clinique de la maladie, le scanner, de porter le diagnostic, donc c'est une grande aide. Alors, quand on est pneumologue, du coup, c'est vrai qu'on peut avoir le lavage broncho-alvéolaire, et en particulier dans les formes non fibrosantes, peut apporter, même si ce n'est pas systématique, des éléments diagnostiques par rapport à la lymphocytose alvéolaire. Globalement, par rapport à la lymphocytose alvéolaire dans les PRHS, en fait, il faut savoir que cette lymphocytose alvéolaire permet finalement de se poser le diagnostic différentiel avec une FPI. Donc, dans cette étude, en fait, on a vu qu'il existait différents, en fonction du taux de lymphocytes dans le LPA, une augmentation et la spécificité du diagnostic qui augmente en cas de pattern suggestif. Donc, si on regarde, souvent, on prend un cut-off environ à 30% par rapport à la lymphocytose alvéolaire et 20% chez les fumeurs du fait de l'alvéolite macrophagique. Et donc, plus on a de lymphocytes dans le lavage broncho-alvéolaire, plus la spécificité diagnostique et la valeur prédictive positive augmentent. Et donc, ça peut parfois être une aide par rapport au diagnostic. L'intérêt également vis-à-vis de la lymphocytose et de questionnaire, c'est de trouver la cause dans les PHS non fibrosantes. Pourquoi? Parce que sur les PHS non fibrosantes, quand on arrive à trouver la question du calopsite versus du pentasa, ça a quand même un impact diagnostique très important par rapport à ces patients, puisque si on arrive à trouver l'agent exposant et qu'on le retire, on a une très forte augmentation de la survie, du pronostic à la fois fonctionnel et général. Et ceci, c'est également valable pour les PHS chroniques fibrosantes, où on arrive à avoir un ralentissement du déclin de la fibrose, qui peut être aussi intéressante à voir. Donc ça, c'est une donnée importante de vraiment vérifier et de savoir où est l'antigène et est-ce qu'on peut l'enlever. Donc là, on l'a vu précédemment, on en a discuté par rapport au DECA. La PHS, qu'elle soit fibrosante ou non fibrosante, c'est un diagnostic qui est très très difficile. À la fois, on se base sur des données d'imagerie, la recherche de la mosaïque, la recherche de l'exposition. Il peut y avoir des auto-questionnaires. Souvent, il faut revenir et réinterroger les patients. Et ça, c'est vraiment important. Essayer de traquer quand on a la suspicion, pas d'alvéolite dans le LDA, d'essayer de comprendre pourquoi il a ces images et dessus.
Et si on regarde finalement les présentations des diagnostics en réunion multidisciplinaire, la corrélation est même très mauvaise. Dans des centres experts, donc qui avaient l'habitude de voir des PID fibrosantes ou pas, on arrive, quand on voit la corrélation entre cliniciens, radiologistes, pathologistes et global, elle est très faible pour la PHS. C'est-à-dire que dans 30 à 40% des cas, on a une concordance. Donc il faut rester humble parce que dans 3 cas sur 10 ou 4 cas sur 10, on se trompe de diagnostic et finalement, ça fait vraiment suivre le patient, l'évolution. C'est quelque chose de très important par rapport à ces patterns qu'on voit. Et vis-à-vis de ça, donc, pour faire un petit résumé, dans les recommandations dessus, on peut, voilà, comme on l'a vu, on arrive, on voit le patient, alors qu'il soit adressé par les pneumologues ou pas, on peut réfléchir si le scanner est compatible, typique, ou si finalement on n'exclut le diagnostic. Et à partir de ça c'est vraiment, voilà, ils ont refait des couleurs, c'est pas très spécifique, mais ça peut permettre d'apporter des éléments. On recherche l'exposition, on regarde s'il y a un lavage, une alvéolite lymphocytaire, et parfois, dans des cas plus difficiles, on peut intégrer les données histopathologiques, même si c'est encore, là encore, en fonction des données, et comme nous, de point de vue scanographique, très discuté par rapport à la spécificité, la sensibilité des images scanners. Donc vraiment, une image scanner, l'interrogatoire et le lavage dans certaines conditions. Et si on regarde par rapport à l'épidémiologie, donc il faut prendre en compte aussi qu'en fonction des pays, l'épidémiologie, elle varie. L'épidémiologie, elle varie avec, par exemple, en Inde, au niveau épidémiologique, voilà, on est presque à 40% de habitants de PHS, tandis que dans d'autres pays, les expositions sont beaucoup plus rares. Si on regarde par rapport à... Oui, alors voilà, on va retrouver la même chose. Juste un mot par rapport à la classification, par rapport à l'algorithme exposé, non exposé. Concernant tout ce qui est, alors si vous remarquez ici, juste un mot, alors... Voilà, c'est là. Alors, c'est une notion de typique, compatible et indéterminé. Alors là aussi, c'est des critères qui ont été, juste on ne va pas dire typique comme ça, ou indéterminé comme ça, ou compatible comme ça. Donc il y a des critères avec un tableau. Si on trouve l'atteinte bronchiolaire et l'atteinte bronchiolaire et l'atteinte interstitielle, on va dire un aspect typique de PHS non fibrosante versus PHS fibrosante. Donc finalement, c'est un peu, ils ont essayé, je pense, un peu de copier, de revoir un petit peu le même tableau que celui qu'on a de la fibrose pulmonaire idiopathique pour essayer d'avoir des critères clairs et nets et pour essayer de mettre les patients, enfin les images dans des cases. Et si je suis sur un pattern, par exemple, typique PHS aigu, ou non fibrosante, pardon, vous voyez, on est toujours en train de non fibrosante avec une exposition, et bien là, la confidence, elle est intéressante et ça va nous permettre un peu d'avoir cette stratégie de diagnostic. D'accord? Donc là aussi, c'est aujourd'hui bien, enfin plus ou moins, c'est un peu compliqué la vérité à appliquer dans la vraie vie, mais voilà, le typique a une définition, l'indéterminé a une définition et l'atypique a une définition. Alors là, c'est juste pour rebondir sur la prévalence de la PHS. Là aussi, c'est la série du service et effectivement, c'est la troisième cause de PID après la fibrose pulmonaire idiopathique et les PID qui sont associés aux connectivites. On retrouve exactement plus ou moins les mêmes chiffres et les mêmes données. Je dirais, là, c'est voilà, exactement, elle est en troisième position. Là, j'ai du mal à voir, je suis désolée. Voilà. Donc PHS, voilà. Ici connectivite, voilà, 57% des PID de causes connues, 57% dans la série du service si c'était des connectivites et 33% des PHS. Et donc là c'est juste pour revenir sur ces critères-là, ça va être trop compliqué de les détailler. Vous voudrez voir plus de cas cliniques, mais juste pour définir les patterns, PHS typique, il faut qu'il y ait la preuve d'au moins une anomalie scalographique qui témoigne de l'infiltration parenchymateuse avec un élément toujours scanographique qui témoigne de l'atteinte bronchiolaire, c'est-à-dire l'infiltration parenchymateuse, ça va être du verre dépoli, l'atténuation en mosaïque, et l'atteinte des petites voies aériennes, c'est-à-dire les nodules centrolobulaires en flou et la mise en évidence du piégeage aérien.
avec une distribution diffuse de premier total. Et on a pareillement des éléments pour la compatible et des éléments pour l'indéterminée. Donc ça c'est pour la PHS non fibrosante. On va retrouver pareil sur la PHS fibrosante, idem, un tableau qui va définir les critères à avoir pour dire que c'est une PHS typique fibrosante. PHS, c'est un aspect scannographique compatible avec une PHS fibrosante ou bien qui est complètement indéterminé. Ah oui, ça c'est le cas, oui. Alors c'est toujours le cas, oui. Patiente, alors on va passer à une autre observation. Patiente de 48 ans. Alors, elle nous a été adressée pas pour un bilan de clompathie infiltrante diffuse, mais pour une extraction de corps étranger. C'était une épingle de foulard. Donc, elle nous a été adressée pour une extraction de corps étranger en 2021. Sauf que cette patiente, elle est symptomatique sur le plan respiratoire et elle tousse depuis plus de 7 ans. Elle est dyspnéique chronique avec des épisodes d'oppression thoracique et elle est étiquetée comme asthmatique avec, quand même, elle a mis en évidence un trouble ventilatoire obstructif qui est sévère mais qui est peu réversible. Donc c'est une patiente qui est déjà sous traitement de fond ICS là-bas avec une bonne observance. Donc nous on la voit avec une radio thoracique qui met en évidence le corps étranger. Donc ça, il n'y a pas de problème, on le lui enlève. Et puis quand même la radiographie thoracique était anormale en dehors du corps étranger et on lui fait le scanner. Je vous montre le scanner. Voilà. Encore. Je ne sais pas si celui-là est bon ou pas. En tout cas, bon. Ouais. Hein? C'est de la haute résolution. Bon. C'est pas le médias. On voit. La boîte qui m'a lâché, il est dans le copeau du nodule, genre. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Perfusion en mosaïque, pas perfusion en mosaïque? Est-ce que j'ai des hyperdensités, j'ai des hypodensités? Okay. J'ai des anomalies vasculaires, des vaisseaux bleus? Oui. Alors, vous en pensez quoi? C'est une? Pourquoi? Il a des adénopathies intestinales. Sur quoi? Je sais pas. Et puis déjà là, on a quand même un peu d'épaississement péribroncovasculaire qu'on voit dans les zones. Et la tendinite calcifiante. Et la tendinite calcifiante. Donc, effectivement, trop fort. Effectivement, on a des adénopathies médiastinales intéressant toutes les chaînes médiastinales. Là, on va en sous-carinaire, on va en biliaire bilatérale, et on en a une plus barétique. Je ne vais peut-être pas mis la bonne. Voilà, on le voit très très bien des adénopathies. Il y a des classifications, mais ça c'est pas... Si on retrouve les classifications dans les adénopathies sarcoïdosiques, il faut confirmer tout ça. Donc effectivement, j'ai une alvéolite lymphocytaire à 38% et les biopsies bronchiques étagées révèlent on ne retrouve pas de granulome. Le reste du bilan de sarcoïdose, le bilan phosphoclassique, etc., et la recherche de signes oculaires de la sarcoïdose était négative, et finalement, la patiente va atterrir chez le chirurgien pour une médiastinoscopie diagnostique. Et c'est la médiastinoscopie qui va nous permettre de poser le diagnostic en mettant en évidence le granulome épithélo-gigantocellulaire sans nécrostaseuse. Donc finalement, cette patiente, c'est une sarcoïdose médiastinopulmonaire, on va dire classique comme on l'en voit, avec une atteinte bronchique, parce que j'ai un trouble ventilatoire obstructif que je mets en évidence, ce n'est pas de l'asthme, d'accord? Mais j'ai également une atteinte bronchiolaire de la sarcoïdose, dont en témoigne l'aspect qu'on a vu de la perfusion en mosaïque. Donc finalement, certes, la PHS c'est 1, mais en fait toutes les maladies inflammatoires qui peuvent atteindre les petits doigts aériens, qui peuvent avoir une atteinte bronchiolaire, vont se manifester par cet aspect de perfusion en mosaïque. 77 ans, c'est pas bon. Je ne sais plus. On apprend des choses, il y a une relation entre la sarcoïdose et les périarthrites calcifiantes. Oui, parce qu'en fait, dans la sarcoïdose, tu as un trouble du métabolisme phosphoclassique. On peut avoir des lithiases rénales, on peut avoir. Oui, dans le granulome sarcoïdosique est un granulome avec, on peut avoir une hypercalcémie. Bien. Donc, l'histoire d'une femme de 77 ans
envoyé par un cardiologue. À l'échographie cardiaque, on voit qu'il y a une hypertension artérielle pulmonaire sévère. Et donc on nous l'envoie pour un bilan scanner. On sait qu'elle a fait une embolie pulmonaire en 2008. Le cas, à mon avis, c'était 10 ans après. Et récidive en 2012. Voici les images que l'on a sur l'examen. Que voit-on? Qui veut se lancer? Il y a de petits épanchements, effectivement. Il y a du parenchyme condensé contre les épanchements, on ne va pas trop en tenir compte. Ça, c'est du parenchyme condensé. Quoi d'autre? Alors, il y a une perfusion mosaïque, tout à fait. On voit très bien deux densités à ce niveau-ci. Des zones qui sont plus hypodenses, des zones qui sont plus hyperdenses. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette perfusion mosaïque? Pardon? Alors, il y a une cardiomégalie, oui. Mais sur la perfusion mosaïque, qu'allez-vous regarder? La taille des vaisseaux. Ce sont les coupes natives, hein, ce n'est pas du mythe, mais on peut déjà dire quelque chose? Tout ça, c'est une zone qui est hypo. Hein. Effectivement, les vaisseaux, on les voit très très mal. En revanche, peut-être ici, dans une zone qui est plutôt plus blanche, les vaisseaux sont peut-être d'un calibre plus important. Est-ce qu'il y a des micronodules? Bien. Je vais vous montrer un mythe. Vous voulez un mythe directement? Allez, un mythe. Ça vous confirme ce que vous voyez? Zone plus blanche avec de gros vaisseaux et juste à côté, une zone franchement noire avec des vaisseaux qui sont directs. On va quand même revenir à la première dia parce qu'il y a des choses qu'on voit un petit peu mieux et qu'on voit un peu moins bien en maxip. Ces vaisseaux très dilatés. Et le vaisseau qui est à côté, c'est la crosse de la zygose. Ici? Ouais. Ça, c'est du contraste, oui, qui est un peu flou dans la crosse de la zygose. Donc, on voit encore beaucoup de contraste qui arrive au niveau de la veine cave supérieure, et effectivement, ce que Pierre Feuget dit, c'est qu'on voit du contraste au niveau de la portion terminale de la crosse de la veine zygose, juste au niveau de l'accouchement, et donc il y a un reflux, effectivement, de contraste dans la crosse de la veine zygose. Que voit-on encore? Un ventricule droit un peu. Un beau gros ventricule droit. Oui, là on ne sait pas bien la mesurer parce que je ne vous ai pas mis la bonne coupe pour mesurer, mais effectivement je crois que cette artère pulmonaire est trop grosse. Elle est trop grosse, hein, je suis d'accord. Quand on regarde ici, le lobe inférieur droit, vous voyez les bronches ici, et en dehors des bronches, on devrait voir des vaisseaux. On ne sait même pas qu'ils sont petits, on ne les voit pas. Ceci, quelque chose à... Quelqu'un a une idée sur... Une condensation périphérique. Pardon? C'est une condensation périphérique, oui. Triangulaire à base périphérique. Pouvant évoquer une image d'infarctus. Oui, ou d'infarctus, de vieil infarctus en fait. Hein. Ce n'est pas l'aspect qu'on nous a montré avec la cible tout à l'heure, le signe du ballon inversé. Donc ça, c'est un vieil infarctus, effectivement. Donc on a un vieil infarctus, on a une perfusion mosaïque, des vaisseaux qui sont très dilatés, et je ne connais pas la technique de l'examen, mais on voit qu'il y a du contraste au niveau du cœur droit, au niveau des artères pulmonaires, il n'y a rien au niveau de l'aorte, il n'y a rien au niveau du ventricule gauche. Généralement, quand on fait un examen, on met un tracker au niveau de l'artère pulmonaire.
Et le temps que le scan démarre, on devrait avoir une opacification des cavités égaux. Le fait de ne pas avoir de contraste, ça veut dire que le patient a une insuffisance cardiaque. On s'en doute un petit peu vu le calibre du cœur. Ce qu'on voit, c'est un reflux de le sinus coronaire. Alors ça, c'est le sinus coronaire. Oui. Il y a un reflux jusqu'au niveau de la valve du sinus coronaire. Et s'il y a sûrement un reflux jusqu'au niveau de la valve de la crosse, hein, il y en a une. Et probablement qu'il y a effectivement une hypertension au niveau. C'est des signes de cœur droit. C'est des signes de cœur droit. Des signes de cœur droit ou parfois des signes de grosses injections. Hein, il faut se méfier. Bien bon, donc le maxique montre exactement la même chose. Ici, les fenêtres médiastinales, c'est le même patient. Hein. On voit qu'il n'y a quasi pas de contraste dans l'aorte descendante, l'aorte ascendante non plus. Dans l'oreillette gauche, oui. Et dans le ventricule, on voit qu'une petite partie. Le petit dépenchement, comme vous l'avez dit, les petites condensations, mais quoi d'autre? Pourquoi a-t-on injecté ce patient? Parce que tous les patients qu'on vous a montrés jusqu'à présent, il n'y a pas de contraste. Oui, parce que c'est un patient donc, qui est mis au point pour une hypertension artérielle pulmonaire. Et on sait qu'il a déjà fait au moins 2 épisodes d'embolie pulmonaire. Théoriquement, c'est un patient qui est anticoagulé à vie. Ça. Je ne sais pas si elle prend son traitement. Que voit-on au niveau des artères pulmonaires? Est-ce que vous avez des arguments pour la maladie thromboembolique? Pas évident, hein. On voit des choses. Vous voyez les petites formations ici? Une embolie pulmonaire aiguë, c'est facile parce que le vaisseau est. Le caillot est vraiment angiocentré, il est vraiment au centre, il y a parfois un petit peu de contraste en périphérie qui vient vraiment le mouler. Le caillot chronique, il est pariétalisé. Il est pariétalisé, et ici c'est un caillot effectivement qui est chronique, qui est au niveau de la paroi. On voit quelque chose là, et surtout, ce sont les signes négatifs qui sont intéressants dans ce genre de maladie-là. Ça, c'est le lobe moyen. Ça, c'est l'artère lobaire moyenne avec les 2 segmentaires. On les voit quasi pas. Donc ça veut dire qu'elles sont complètement thrombosées, rétractées et fibrosées. Alors, c'est pas facile de regarder des coupes axiales comme ça. Ce que je fais, moi, c'est un 3D. Ça prend, avec un peu d'habitude, ça prend 20 secondes. Au début, ça va vous prendre 1 minute. Donc j'enlève tous les os. J'enlève tout ce qui me gêne pour voir les vaisseaux. Donc là, vous avez le cœur droit. Ça, c'est le blanc, c'est la veine cave supérieure avec le contraste qui est très très concentré. Et ici, vous avez les 2 artères pulmonaires. J'aurais dû vous mettre peut-être un arbre pulmonaire qui est normal, ça ne ressemble pas du tout à ça. Ici, c'est vraiment un arbre mort qui est complètement appauvri. Et ce que l'on recherche sur des reconstructions tridimensionnelles, c'est des choses qui sont difficiles à voir sur des coupes axiales, comme les sténoses. Et ici, vous voyez très bien, juste à ce niveau-là, une sténose. Donc là, vous avez l'artère, je ne sais pas laquelle c'est, mais ça n'a pas d'importance. Et puis vous avez l'artère en distalité, et on voit une sténose juste à ce niveau-là. Ça veut dire que là, il y a un caillot chronique, où il y a une rétraction de l'artère. On peut voir également ici, vous voyez, un aspect vraiment en bec de flûte. C'est une thrombose complète de l'artère qui partait là-bas. Exactement la même chose à ce niveau-ci. L'artère qui est ici, elle doit bien donner des vaisseaux qui vont aller vers le parenchyme qui est là. On voit qu'il n'y a absolument rien ici. Donc tout ça, ce sont les artères qui sont complètement occluses, complètement fibrosées. Donc ça, c'est un aspect qui est vraiment typique. C'est la même chose ici, également. On voit même des artères qui se redilatent ici, un petit peu en distalité de sténose. C'est l'aspect typique d'une maladie thromboembolique. Quand vous avez ça, vous ne faites pas d'expiration, ça ne sert à rien. Vous pourrez même avoir un tout petit trapping, comme l'a dit Pierre, parce qu'il y a des remaniements bronchiques secondaires à la maladie artériolaire, mais ici, ça n'a pas d'intérêt. Alors ceci est un autre cas. Bon, l'histoire clinique était la dia que vous avez vue auparavant, mais ce n'est pas grave. C'est un patient qui avait une découverte d'un nodule pulmonaire et il avait bénéficié d'un PET scan en périphérie. Et ça, c'est le scanner du PET scan. Visiblement, ils injectent les PET scans, ce qu'on fait parfois.
Et donc on voit une lésion qui est à ce niveau-ci. Alors je me suis amusé à essayer de faire du MINIP. Alors vous savez que le scanner du PET scan n'est pas en inspiration libre. Il est en respiration libre, ou bien on demande au patient de ne pas gonfler les poumons. Donc voilà, c'est un examen qui est flou, ça vaut ce que ça vaut. On retrouve en MINIP le nodule, parce qu'on n'a pas éliminé, on a fait un MINIP de 10 mm, et le nodule faisant beaucoup plus que 10 mm, il est présent dans tous les pixels sur la hauteur de la route de 10 mm. En revanche, les vaisseaux commencent à disparaître, et on voit comment est-ce que vous analysez le parenchyme pulmonaire. Ce qui est bien avec le scanner du PET scan, c'est que vous avez quelque chose entre l'inspiration et l'expiration. Donc s'il y a du trapping ou quelque chose comme ça, on le voit mieux parfois que sur un scanner que l'on fait uniquement en inspiration. On voit des zones qui sont plus hypodenses, comme ceci, ici aussi, ici il y en a pas mal. Donc on a vraiment un aspect en mosaïque. De nouveau, ce n'est pas des grandes plages. Avec le tabac, on a souvent des grandes plages. Ici, c'est plutôt lobulaire, comme on a vu dans les PHS tout à l'heure. Bon, on biopsie cette lésion qui revient tumeur carcineuse. Et c'est toujours le PET scan. Hein. Donc vous avez fait ici des reconstructions dans le plan coronal qui sont UMPR. Là c'est du maxi, donc des 10 mm. Et ici c'est du MINIP en 10 mm. Donc on voit très bien, on voit mieux ici parce que j'ai resserré plus les fenêtres, l'aspect du mosaïque. Quelqu'un voit quelque chose sur le maxi? Bon, on aurait pu faire le même raisonnement, hein, de nouveau, hein, dans les zones qui sont blanches, les vaisseaux sont dilatés, dans les zones qui sont noires, les vaisseaux sont plus petits. Donc c'est une vraie perfusion mosaïque. Je pose la question, quelqu'un a-t-il une idée sur le diagnostic? Même sans interroger le patient. Donc vous avez en gros pas mal d'arguments pour arriver au diagnostic. La patiente, elle siffle quand même régulièrement dans l'anamnèse. C'est pas sa tumeur qui donnait ça, et on n'a jamais réussi à l'équilibrer avec un traitement médicamenteux, une espèce de pseudo-asthme. Quelqu'un a une idée? C'est une tumeur carcinoïde. Ouais. Tout le monde a entendu ce qui était dit. Donc c'est juste. Je fais comme Pierre, je vais à l'envers. Et donc voilà, je vais le remontrer. Donc la patiente est opérée de tumeur carcinoïde. Et sur l'anapathe, on dit bien qu'il y a une tumeur carcinoïde qui est typique, mais également une DICNEC. Je vous montre ce que c'est une DICNEC. C'est une hyperplasie de cellules neuroendocrines pulmonaires idiopathiques diffuses. Alors, c'est pas très fréquent, ce qui est assez typique. En tout cas, dans notre expérience, ce sont toujours des dames entre 50 et 70 ans qui ont un syndrome asthmatique, mais pas vraiment un asthme. On n'arrive pas à bien traiter par la thérapeutique. Et on en voit quand même plusieurs par an. C'est pas très fréquent, mais c'est pas rare non plus. Mais l'aspect que je vous ai montré sur le PET scan n'est pas plus mal, tout simplement parce que le scanner est respiré. Et donc, patient opéré, on revient pour des contrôles oncologiques. Après, on fait de meilleurs examens. Qu'est-ce que l'on peut voir sur cet examen-ci? Bon, il y a un lobe supérieur gauche qui est en moi, donc il y a un plus petit gauche. On voit quelque chose de nouveau, ça c'est du maxi. On voit plein de micronodules. Est-ce qu'on peut préciser leur topographie? C'est pas évident sur Est-ce qu'il y en a des périphériques? Non. Comme ça, on n'en voit pas trop en périphérie. Effectivement, ils sont plutôt centrolobulaires. Je vous mets ici un agrandissement sur cette zone-ci, à ce niveau-ci. C'est pas évident, mais quand on scrolle dans le volume sur la console, c'est beaucoup plus évident. On a des petits nodules, un ici, deux ici, qui sont dans la paroi des bronches. Assez typique de ces hyperplasies de cellules neuroendocriniennes. Sinon, les autres nodules sont centrolobulaires et souvent centrés sur les zones qui
montre un piégeage et donc encore c'est un type de teint. C'est son petit. Ça fait partie de la tableau de Deep Neck, c'est micrométrie. Ah oui, tout à fait. Oui. Ça, ce sont les hyperplasies que vous voyez. Celles qui sont vraiment les macroscopiques. Ça donne ça. Mais il y en a beaucoup d'autres que nous, on ne voit pas, que la NAPAD voit très bien. Et quand on suit ces patients, parce qu'on les suit, ces lésions, potentiellement, peuvent donner des carcinoïdes. Et alors, généralement, on s'inquiète lorsque le nodule fait plus de 5 mm. Plus de 5 mm, on les suit. Et il n'y a pas des guidelines extrêmement précis, parce que, bon, même si c'est pas rare, il n'y a pas de grande série dans la littérature sur cette pathologie-là. Et donc, souvent, on les suit tous les 2 ans. On refait un scanner. Et on regarde, c'est le mieux. Ici, je n'en ai pas de très menaçant, on en a un autre cas, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a vraiment des très gros. Le carcinome, il a été fait sur la biopsie. Oui. Et puis confirmé par la NAPAD. Et confirmé par la NAPAD. Parce qu'elle a été opérée. Benoît, parfois ça donne des syndromes obstructifs très sévères, cette maladie. On en a quelques-uns là, où les patients ont des veines, c'est vraiment... En fait, c'est l'infiltration nodulaire des parois bronchiques, c'est ça qui Oui. va expliquer l'atteinte. Il y a un épaississement des parois bronchiques, il y a une obstruction des parois bronchiques. Mais comme on dit, effectivement, il y a plus de lésions que ce qu'on voit ici. Ce sont les lésions qui sont macroscopiquement. La résolution du scanner, elle n'est pas très bonne. Elle est ce qu'elle est, c'est déjà pas mal. Mais on a bon nombre d'autres lésions que vous ne voyez pas et qui vont participer effectivement aux troubles obstructifs de ces patients. Alors, ce qui est intéressant, alors c'est bien que vous dites qu'effectivement vous ne connaissez peut-être pas, parce que c'est adressé à un pneumologue oncologue qui n'a pas relevé cette technique. Et il constate que cette patiente continue à avoir des sifflements. Mais on n'en parle pas. On ne dit pas qu'il y a une technique dans les lettres de suivi. Il n'y a pas grand-chose à faire. Alors, bon. Vous êtes d'accord avec moi? Le syndrome obstructif de toute façon ne réagit pas. On ne réagira pas au traitement Il faut anti-inflammatoire. quand même les surveiller parce que les tumorlettes qu'on voit peuvent donner des vrais carcinoïdes. Et voilà, il faut être très prudent. C'est-à-dire opérer à chaque fois que ça devient trop gros. Si c'est un carcinoïde typique, enfin on ne sait pas si ça devient un atypique, il faut les regarder ces gens. Il ne faut pas les laisser dans la nature en disant vous avez ce diagnostic et puis... Non, mais même en chimio, ça va, il n'y a rien qui... C'est des tumeurs à croissance lente, oui, ça ne va pas marcher. Effectivement, il y a les essais de traitement. Il y a deux choses qui sont importantes. Maintenant, on a trouvé un diagnostic pour la patiente qui parfois se plaint, consulte X pneumologue, n'a pas de diagnostic, c'est pas un asthme, etc., ça ne répond pas au traitement. Au moins maintenant, on sait ce que c'est. Et puis effectivement, il y a des traitements apparemment par sirolimus qui sont tentés actuellement. C'est une maladie qui n'est pas connue depuis 50 ans, ça c'est clair. Les anapathes la connaissaient peut-être nettement mieux, mais nous, au scanner, moi il y a 20 ans, je ne les connaissais pas. Mais la dernière que j'ai eue, c'est exactement le cas que tu signales, c'est-à-dire la patiente a une lobectomie inférieure pour une tumeur, qui était un carcinoïde, elle se plaint d'une dyspnée, mais personne n'a évoqué, alors qu'en fait elle a un tableau typique de dyspnée. Alors le problème c'est que les guidelines, c'est même pas des guidelines, les papiers disent qu'il faut une biopsie chirurgicale obligatoire pour confirmer le diagnostic, ce qu'on ne fait évidemment jamais. Et c'est comme c'est des cas qui ont été opérés effectivement pour une tumeur chez qui on a vraiment la confirmation diagnostique, mais le tableau est quand même extrêmement évocateur et permet de poser raisonnablement le diagnostic. A priori, il y aurait pas de corrélation entre ce qui se passe dans les poumons et ce qui se passe par exemple dans le digestif. Et on peut très bien avoir une tumeur carcinoïde idéale, parce que c'est une topographie fréquente, sauf qui est forcément bénéfique. Moi, je cherche de manière systématique et idiote des bilans de surveillance sur tumeur carcinoïde. Peut-être que vous prenez un petit peu de temps, Est-ce qu'il y a une relation avec les carcinoïdes digestifs, c'est ce que Pierre dit, je ne sais pas. Non, je pense pas. Je ne crois pas non plus. D'ailleurs, même dans les carcinoïdes type pulmonaire, on ne trouve jamais le carcinoïde digestif. Ici, c'est un petit cas que je vous montrais en relation avec ceci. Ça, ce n'est pas une dyspnée, c'est une patiente qui a un asthme, elle est non fumeuse. C'est pas toujours évident à voir sur les coupes en inspiration, effectivement, comme vous pouvez voir ici. Alors,
Ça ne va peut-être pas sur la projection, mais c'est un petit peu plus blanc là et c'est un petit peu plus noir ici. Là, les post-traitements sont vraiment importants pour arriver à voir quelque chose. Et on n'a pas d'expi, hein, mais c'est juste pour vous montrer ici que le MINIP doit être fait sur un algorithme médiastinal, dit en densité et pas en résolution spatiale. Voici ce qu'on a en résolution spatiale. C'est moins joli et je trouve que c'est même moins diagnostique. Hein. C'est pas que l'aspect joli, on voit nettement mieux effectivement ici toutes ces zones hypodenses. C'est un patient qui était asthmatique sévère. Il veut dire que sur les coupes natives, en fait, on ne voit pas grand-chose. Donc méfiez-vous des coupes natives. Alors ça, c'est la médiastinale que j'ai mis en fenêtre pulmonaire. Ah d'accord. Hein, donc ça, c'est un filtre en densité. Alors c'est tout à fait normal. Ce qu'on veut voir, c'est pas de la résolution spatiale, on veut voir des densités différentes au niveau du parenchyme. Donc il faut prendre un filtre en densité. Un filtre en résolution spatiale modifie les densités. C'est simplement pour montrer ça. Ceci, c'est une dame de 45 ans qui se présente pour de la toux et pour de la fièvre. Et comment est-ce que vous interprétez ceci? C'est des condensations ou c'est... On voit toujours les vaisseaux à travers. Évidemment, c'est un examen de contraste. C'est un examen de contraste, donc il faut se méfier, effectivement. Mais bon, en gros, je crois que c'est surtout du verre dépoli. Et est-ce que vous mettez une mosaïque ici? C'est la question qu'on s'est posée hein, quand on a amené les cas, on les a regardés ensemble. On voit pourtant une asymétrie de calibre entre les vaisseaux dans les zones blanches par rapport aux zones noires. Je ne sais pas si j'ai mis du... Oui, voilà. Donc je vous ai mis un maxi. Et on voit qu'il y a plus de vaisseaux ici que là. Il y a quand même pas mal de vaisseaux quand même dans des zones qui sont hypodenses aussi. Hein. Mais bon, entre ici et là, je crois qu'il y a plus de vaisseaux là qu'ici. Ça ne rentre pas dans la gamme de la mosaïque telle que je vous l'ai montré ici. C'est plutôt une pathologie qui est multifocale et qui donne un aspect dit peut-être de pseudo-mosaïque. On peut faire peut-être une expiration ici, ça pourrait aider peut-être à faire la différence si on a vraiment. Et ça, c'est un aspect assez typique de ce qu'on avait dans le Covid. N'oubliez pas que dans le Covid, on a décrit dans quelques papiers marseillais, c'est ça, Nice, de l'équipe niçoise, que les vaisseaux dans les zones qui étaient pathologiques, qui montraient du verre dépoli, avaient un calibre plus important que les zones dans le poumon qui est normal. Alors il y a beaucoup de mécanismes qui ont été invoqués, des microthromboses avec des remaniements de la paroi des vaisseaux dans les zones atteintes, peut-être une hyperémie due à l'aspect inflammatoire des lésions. D'autres ont dit mais c'est essentiellement de la pneumopathie organisée qui fait que, vous savez que les bronches se dilatent dans la pneumopathie organisée, donc pourquoi les vaisseaux ne pourraient pas se dilater? Enfin bref, on ne sait pas encore très bien, en tout cas à ma connaissance, hein, peut-être que quelqu'un a lu dans la littérature quelque chose là-dessus. Donc voilà, c'est quasi un aspect de pseudo-mosaïque ici, qui peut vraiment donner le change par rapport à toutes les pathologies que vous avez vues, et donc il faut se méfier. Ce n'est pas vraiment des belles mosaïques, hein, c'est une pathologie qui est bigarrée ici, mais ça peut parfois respecter vraiment le lobule. Hein. Ici il y a un lobule, il y a un autre lobule, ici il y a deux lobules probablement. C'est des pathologies effectivement qui peuvent parfois toucher certains lobules et parfois pas d'autres, et qui peuvent donner le change vraiment par rapport à une vraie pathologie en mosaïque. Je ne sais pas quelle heure il est, on va arrêter. Choisis ce que tu veux. Ça c'est un cas intéressant. C'est un patient qui a... Oui, c'est un dernier cas. C'est juste pour vous montrer, c'est un patient qui a une maladie thromboembolique chronique qui est connue. Mais cette patiente, je vous donne déjà la réponse, vient parce qu'elle a une leucémie myéloïde aiguë, avec un taux de globules blancs circulant extrêmement important. Et ce que vous voyez ici, c'est de la leucostase. Donc, accumulation de globules blancs circulants, et qui va donner un œdème lésionnel au niveau des zones où il y a trop de globules blancs circulants. Maintenant, on va me dire, mais pourquoi on a cet aspect finalement quasi en mosaïque? Mais tout simplement parce que les zones qui sont noires sont les zones atteintes par la maladie thromboembolique chronique. Et donc,
il n'y a pas de flux circulant, il y en a beaucoup moins. Donc vous allez avoir beaucoup moins de globules blancs là-bas. Et donc ce qu'on appelle le syndrome de Janus, hein, c'est-à-dire qu'il y a une première pathologie qui va protéger contre une seconde pathologie. Et c'est dans les territoires qui sont normaux que cette patiente va faire ces anomalies de leucostase. Et donc on comprend qu'elle soit extrêmement symptomatique, puisqu'elle pouvait déjà être symptomatique avant son problème de leucostase par sa maladie de thromboembolique chronique. Mais maintenant, en plus, ces territoires anormaux sont exclusivement atteints par une autre pathologie. Moi, je connais que 2 diagnostics différentiels à ça. C'est éventuellement la leucostase ou bien la patiente qui va faire un hyperdébit. Et cet hyperdébit ne peut se faire que dans les zones, et avec un œdème, que dans les zones qui sont normalement perfusées. Et pas un œdème, mais dans les zones qui sont évidemment hypoperfusées. Donc voilà. Donc, une pathologie peut parfois protéger contre une seconde pathologie qui n'a rien à voir avec la première. C'est quoi les destinats pleural, ça, c'est une énorme herniatane. Ouais, on voit sur la corona. Et alors ça, c'est probablement de la graisse que l'on voit qui était en arrière de la herniatane, qui va juste à cette zone. Voilà. Et que vous avez des questions? On bien finir. On clôture en vous disant donc, on espère que vous vous êtes régalés, que ces 2 jours ont été du plaisir. Vous allez passer un bon week-end tranquillement en famille et on vous dit à l'année prochaine. On remercie infiniment tous les participants et on insiste beaucoup sur nos amis africains qui ont fait un long trajet pour venir partager avec nous ces 2 journées. Mes remerciements à tous les membres du Club Thorax, de la Société de radiologie marocaine, de l'association régionale FAS-Meknes et aux sociétés pharmaceutiques qui nous ont soutenus. Et on déclare la clôture du congrès. Merci.